Le couperet est tombé en France. L'extrême droite est arrivée en tête des législatives anticipées. Un scénario auquel les Français ne sont pas préparés. Surtout que cette victoire vient creuser un peu plus le fossé et la cohésion sociale en France. Mais surtout, il vient remettre en cause les acquis de la Ve République, faisant planer le risque de voir l'extrême droite dans le giron républicain. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international qui se penche ce soir sur ces résultats surprenants des législatives anticipées en France. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de l'échiquier international. Je vous le disais, ce soir, j'aurai le plaisir d'être accompagné sur mon plateau de Nazim Sini, analyste géopolitique. Bonsoir Nazim, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurai également le plaisir d'être jointe depuis Paris de Paul-Antoine, analyste politique. Bonsoir Paul-Antoine, merci. Bonsoir. Merci à vous. Et j'ai aussi le plaisir d'être accompagné de Badis Renissa, analyste en géopolitique. Bonsoir Monsieur Renissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Très chers téléspectateurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord de faire un petit saut à Paris où se trouve notre envoyé spécial Karim Bouaziz. Bonsoir Karim. Bonsoir Tina, bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs. Très bien. Karim, alors, les Français, à moins de 24 heures, les Français se sont réveillés, enfin se sont endormis avec cette nouvelle, la victoire aux législatives de l'extrême droite. Comment est la rue française? On a vu qu'il y a eu des échauffourées, qu'il y a eu des manifestations. Comment est la rue aujourd'hui? Il faut faire, je pense, un distinguo. Bon, la rue, pour répondre directement à votre question, la rue est plutôt morose. On s'est réveillé avec le visage des mauvais jours, mais en même temps, quand on a posé la question aux Parisiens, aux nombreux Parisiens ce matin, même cet après-midi, ils nous disaient qu'ils sont inquiets, mais le paradoxe, c'est qu'ils s'attendaient un tout petit peu à ce résultat. Et donc c'est pour eux un symptôme de la mauvaise gestion, de la crise économique et d'autres problématiques qui leur tombent dessus. Juste pour donner une petite mesure, la mesure à partir du 1er juillet, c'est qu'il y a une augmentation du gaz, plus 12%, c'est 123 € sur l'espace d'un an. Et tout ça, c'est pour eux synonyme de la mauvaise gestion. Donc pour la plupart des Français qui votent ici à Paris, qui votent plutôt à gauche, pour eux c'était prévisible, mais en même temps il fallait envoyer un signal fort aux gestionnaires, à la classe politique et à l'ensemble de la classe politique française. Très bien, Karim, justement, vous avez parlé de cet électorat qui va se préparer pour un deuxième tour le 7 prochain. Est-ce que les esprits sont encore dans un esprit de combat ou les Français sont complètement résignés face à cette nouvelle donne politique ? Non, ici à Paris, par exemple, cet après-midi, à la place de la République et à la Bastille, il y a eu des rassemblements. Le mot d'ordre est simple, il faut faire rempart, vaille que vaille, à la percée, peut-être à la venue donc du Rassemblement national dans le gouvernement, même si rien n'est fait pour les 577 circonscriptions. Il y a beaucoup de triangulaires, il y a beaucoup de discussions. Je suis sûr qu'il va encore avoir beaucoup de surprises d'ici la fin de semaine. Rien n'est fait, il faut le dire et encore le redire. Mais quand même, c'est une France qui est plutôt divisée, c'est une France qui est plutôt en colère, c'est une France qui est un peu perdue puisqu'elle n'a pas vraiment les solutions, connaît plus ou moins les coupables. C'est l'Europe, c'est Emmanuel Macron, c'est la classe politique dans son ensemble, c'est la mauvaise gestion de ces 30 dernières années. Mais visiblement, il y a une espèce de perte de confiance générale. C'est une crise profonde qui a démontré surtout les résultats de ces législatives d'hier. Très bien, Karim, une dernière question, si vous me le permettez. Nous sommes à un mois des JO de Paris, j'imagine. Ça a été des JO qui ont déjà été éclaboussés par le scandale des travailleurs migrants. Paris continue à se préparer pour accueillir ces JO. Est-ce que cette nouvelle donne politique, elle va avoir des répercussions sur l'organisation de ce rendez-vous sportif important ? Quand on a posé la question aux Parisiens en leur disant « Vous vous rendez compte que votre ville va être l'hôte des Jeux Olympiques, le monde entier va avoir les yeux rivés sur vous »,
Pour eux, les Jeux Olympiques sont synonymes de chamboulement, beaucoup de travaux, et pour eux, c'est aussi ce qui a eu pour conséquence la cherté de leur vie, l'augmentation des prix, le chamboulement, oui, la crise. La crise est synonyme de ces JO. Pour eux, il y a beaucoup d'autres problématiques d'urgence qu'il fallait solutionner. Au lieu de recevoir 7 millions de personnes, ce sont 7 millions de personnes qui vont venir se concentrer sur Paris, et les Parisiens voient la chose pas d'un très bon œil. Il faut dire que la morosité est plutôt générale pour les Parisiens qu'on a rencontrés dès qu'on a évoqué la question des Jeux Olympiques, surtout qu'on a parlé d'un QR code. Les QR codes leur rappellent aussi la période du Covid-19 où il y avait une surveillance quand même accrue sur la population parisienne, qui est aussi à mettre au crédit d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, c'est tout un cocktail, c'est tout une espèce d'un faisceau d'ingrédients pour eux qui les mettent en colère. Donc les JO, pour eux, franchement, ça ne fait pas une grande différence par rapport à la situation de crise économique qu'ils traversent. Très bien, merci. Merci Karim pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Esseni, à la lumière de ce que vient de nous dire notre envoyé spécial. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, selon les observateurs les plus chevronnés de la politique française, et même selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, depuis 27 ans, les Français ne sont pas allés en masse comme hier aux urnes. Donc, c'est 66,7% selon les résultats définitifs. En 1997, ça a été 67,9%. Et puis, les élections de 2022, ça a été 47%. Quel commentaire faites-vous de ces chiffres? Est-ce qu'ils sont positifs ou est-ce qu'ils prouvent qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de renouveau politique ou de vivre leur politique concrètement? Tout à fait. En fait, c'est un signal clair qui montre qu'aujourd'hui, les Français ont voulu lancer un message politique au gouvernement d'Emmanuel Macron. Et je partage l'analyse qu'a faite notre ami Karim Bouazizi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise économique pesante, il y a une rupture avec la classe politique française, et puis surtout, les Français se sont dit qu'ils ont essayé toutes les offres qui se sont présentées à elles, notamment la gauche, la droite, et puis le centre droite et gauche que représentait Emmanuel Macron. En fait, il y a énormément de déceptions et j'ai l'impression que le président français cristallise toutes les colères qui se sont accumulées sur 30 dernières années et encore plus avec cette fameuse réforme des retraites qui est passée l'année dernière et qui a véritablement créé, j'allais dire, presque un divorce entre les citoyens français et le gouvernement Macron. Puis il ne faut pas oublier, c'est un pays, la France, un pays vieillissant, qui est lourdement endetté, 112% du PIB, dont le déficit frôle les 5%. Alors que les traités de Maastricht obligent les pays des États membres et de la zone euro à être sous la barre des 3%. C'est un pays qui est obligé d'emprunter pour rembourser les charges de la dette. C'est un pays aussi qui ne génère plus autant d'emplois que ce qu'il faisait il y a quelques années. Et puis, il y a eu entre-temps, vous savez, des bouleversements géopolitiques qui ont impacté les Français. D'abord, la crise de Covid-19. Et puis la guerre russo-ukrainienne. Et aujourd'hui, ce que demandent les Français, c'est justement un véritable Big Bang politique en lançant un message pour dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin, comme vous l'avez dit, de renouveau, ils ont besoin de se renouer à la politique. Et la forte mobilisation, c'était surtout pour donner j'allais dire, une porte de sortie au gouvernement Macron. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, et on le sait, c'est un secret de polichinelle, le deuxième tour va donner pratiquement les mêmes résultats, même si aucune élection n'est jouée d'avance. Ça, on le sait. Mais ce qui va être intéressant de voir et d'observer, c'est de voir comment va se passer ces 2 dernières années d'Emmanuel Macron en cohabitation avec probablement Jordan Bardella en Premier ministre. Ça va être une cohabitation difficile, j'imagine. Très difficile parce que c'est 2 personnalités avec de très forts caractères qui sont relativement jeunes. Bardella n'a même pas la trentaine, Emmanuel Macron est un quadra aussi. Et il faudra voir un peu quels vont être justement, comment ils vont pouvoir gouverner ensemble parce que le risque et la crainte, c'est de voir justement un pays qui serait sclérosé et qui rentrerait dans une forme de léthargie. C'est-à-dire qu'en fait, on serait peut-être dans une impasse institutionnelle où aucune loi ne pourrait être votée, aucune réforme ne pourrait passer. Et là, ça risquerait d'être compliqué pour la France qui déjà, rappelons-le, accuse un très fort retard dans pas mal de domaines scientifiques, éducatifs et notamment économique. Et ça risque d'être un pays difficile à gérer avec ce nouveau Parlement. Je viens vers vous, Paul-Antoine. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette montée en flèche de l'extrême droite? Est-ce que c'est la crise économique? Est-ce que finalement, les médias, on l'a vu, les médias ont joué un rôle important, en particulier les médias non publics, les médias privés. On connaît à la tête de ces médias, on sait qu'à la tête de ces médias, il y a une oligarchie qui est très forte. Quel a été finalement le rôle de cette oligarchie dans la montée de l'extrême droite et pourquoi on a voulu la
la montée de l'extrême droite en France? Alors, il y a plusieurs choses. Comme ça a été dit déjà, il y a une réalité économique qui fait que le pouvoir d'achat est en baisse. Il y a aussi le fait que la droite a été détruite par M. Sarkozy. Les Français ont ensuite voté à gauche avec M. Hollande et M. Hollande a détruit la gauche. C'est-à-dire que les Français qui, il y a 2 jours, ont voté, hier, ont voté Rassemblement National, viennent, pour certains, du Rassemblement National, du Front National d'avant, mais viennent aussi avant du parti de droite de Sarkozy et du parti de gauche, le Parti Socialiste, de M. Hollande. Donc il y a énormément de déçus de la vie politique et il faut comprendre que le peuple français est globalement humilié, et c'est vraiment le terme à employer, depuis 10 ans. On se souvient de M. Hollande, président, qui parle des Français en les appelant les sans-dents. Hier, il est allé voter, sa femme avait un sac Hermès à 5 000 euros. C'est inconcevable pour des Français, et votre présentateur l'a très bien dit. Il y a une augmentation du gaz aujourd'hui. Donc vous avez une classe politique française qui est complètement déconnectée, que les Français ont essayé, à droite, à gauche, au centre avec Macron, et ils n'ont aucun résultat. Donc il y a un problème économique, il y a un problème sécuritaire aussi. Personne n'a été capable de répondre aux problématiques sécuritaires qui sont pourtant pas très compliquées à répondre. C'est pas très compliqué de mettre de la sécurité, de ramener de la sécurité. Et il faut aussi dire que le Rassemblement National, avec ses 89 députés, a joué le jeu des institutions, s'est policé et du coup a su rassurer les Français. Il faut bien comprendre que l'époque du Front National, où c'était Jean-Marie Le Pen qui faisait peur, qui était plutôt repoussoir vis-à-vis des Français, est complètement finie. Et maintenant, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont su rassurer les Français, alors qu'à l'inverse, parce qu'il faut aussi expliquer la victoire du Rassemblement National, mais aussi c'est un petit peu le score plutôt bas de la gauche. Le score plutôt bas de la gauche, il est, alors qu'ils étaient partis unis, il est, je pense, dans une personnalité très forte de M. Mélenchon, qui, à mon avis, l'écart entre, je m'excuse Paul-Antoine, l'écart entre l'extrême droite et l'extrême gauche n'est pas grand. L'extrême droite est arrivée, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, à 29,25% et le nouveau Front populaire totalise un taux de 27,99%. L'écart n'est pas très grand. On a même l'impression que finalement, on veut revenir à la vie politique réelle, des vrais composants de la politique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on ressent aujourd'hui ça dans la vie politique française, cette volonté du peuple de vouloir des gens avec une idéologie claire? Mais oui, mais justement, c'est ça. C'est que pour moi, en fait, déjà, le premier enseignement, c'est que les Français, globalement de droite comme de gauche, voulaient envoyer une claque à Emmanuel Macron. Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que les Français ont massivement voté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France est en train de se polariser entre un bloc très à droite, avec le Rassemblement National, et un bloc très à gauche avec la France Insoumise autour de M. Mélenchon. Mais il faut bien comprendre que ces blocs, il y a de la porosité entre ces blocs. Et des gens qui aujourd'hui votent Rassemblement National, votaient, et ça c'est pas mon analyse, c'est une réalité, on le voit dans les chiffres, notamment dans le Nord par exemple, où le score par exemple de M. Ruffin est plus bas qu'avant, ça veut dire qu'il y a mathématiquement des électeurs de la France Insoumise d'il y a 10 ans qui maintenant votent Rassemblement National. Ces électeurs pourront revoter un jour la France Insoumise ou le bloc de gauche. Donc c'est 2 blocs qui ont quand même une certaine porosité et qui peuvent changer. Il faut bien comprendre que les Français sont radicalisés parce que ils ne pensent pas avoir d'autre choix. Et donc là, ils vont essayer l'extrême droite. Moi, je pense personnellement que M. Bardella n'est pas Premier ministre dans une semaine. Je pense qu'ils vont avoir 200, 220 députés, pas plus. Mais si c'est pas ça, c'est en 2027, vu la vague qu'il y a derrière eux. Et la France, pour moi, est un peu comme des pays d'Amérique latine, où en fait, on essaye l'extrême droite, on essaye ensuite l'extrême gauche, etc., etc. Très bien, je viens vers vous, M. Bédi Srounissé. Je rebondis directement sur ce que vient de dire Paul-Antoine, de ces mutations au sein du RN. Elles se sont produites principalement, par exemple, sur la souveraineté. Le Front National du temps du père Le Pen, qui défendait bec et ongles la souveraineté nationale, aujourd'hui, c'est devenu un parti qui parle beaucoup plus de l'Europe. Par exemple, sur les questions internationales aussi. On a très peu entendu le Front National, mais aujourd'hui, le RN, on l'entend sur le génocide à Gaza, en faveur, bien évidemment, revenant à des positions qui n'étaient pas les siennes.
Est-ce que cela explique cette montée en flèche du RN? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les autres mutations de ce parti finalement pour rejoindre le giron républicain? Si vous me permettez, tout d'abord, j'aimerais revenir sur la genèse un peu de ce qu'on est en train de subir, enfin, de ce que les Français aujourd'hui sont en train de vivre à travers cette conséquence mécanique, je dirais, d'un chemin, enfin plus qu'un chemin, un boulevard balisé par justement les conséquences d'une politique soporifique, en tout cas, que ce soit la classe politique française depuis quelques décennies, mais surtout depuis 2017. Il y a plusieurs agrégats. Il y a plusieurs agrégats de facteurs qui rentrent justement en jeu. Certes, j'ai entendu vos intervenants sur cette question que je qualifierais plutôt de conjoncturelle, puisque le monde entier a vécu le Covid, le monde entier a vécu effectivement des crises latentes et des crises persistantes, notamment économiques, sociales et autres, et même géopolitiques, avec l'émergence de ce nouvel ordre mondial, avec des nouvelles règles et une nouvelle géographie géopolitique. En revanche, on a aussi quelques facteurs qui sont purement structurels. Et c'est là où je reviens un peu à cette mutation que vous avez évoquée à juste titre. Les facteurs structurels, pour moi, ils sont d'abord de l'ordre de ce rapport gouvernant-gouverné, c'est-à-dire cette classe politique qui a été déphasée et totalement déconnectée de la réalité du terrain, d'une part, et puis qui a été aggravée aussi et qui a contribué d'une manière significative à l'ascension, pour ne pas dire l'émergence, l'ultra-émergence de ce Rassemblement national. Je rappelle que de l'époque de Sarkozy, il y avait 0 député au Parlement. Et puis nous avons vu cette tendance haussière aux aléas justement des connexions et aux aléas des bilans des présidents sortants, parfois 2017, où ça a été accentué par justement l'arrogance, ce qui a été interprété comme une arrogance absolue, et ce système supra-présidentiel qu'a incarné Macron lors de son premier mandat et les 2 premières années. Et puis vous avez aussi un autre facteur qui rentre en jeu. Je parlais de la tendance haussière, bien évidemment, juste pour vous donner un ordre d'idée. On est passé à 6 de l'époque de Hollande, député RN au Parlement, à 89, et aujourd'hui on est en train de peut-être frôler la majorité absolue. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement cette ascension a été préméditée, bon gré, mal gré, j'ai envie de vous dire, mais une chose est sûre, la mutation de ce Rassemblement national que vous l'avez évoqué, qui a changé d'ADN, de façade, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il a joué sur la vitrine, à commencer par le visage du Rassemblement national. Un visage beaucoup plus rajeuni. Aujourd'hui, les porte-parole, le président lui-même, aujourd'hui Bardella, incarne la jeunesse, incarne la fougue, incarne la promesse peut-être non tenue, justement, des politiques ou de l'ancien modèle politique. Et puis vous avez aussi, je dirais même la charte graphique, le nom lui-même du Rassemblement national a été modifié. Tout cela, bien évidemment, a pesé dans la balance, et aujourd'hui, avec encore une expertise de façade, je prends avec ça avec des pincettes, avec un programme plus ou moins discutable, mais qui est sorti quand même des sentiers battus, comme le RN nous avait habitués, comme vous l'avez évoqué, lors du père et même de la fille Marine Le Pen, où il y a effectivement des thématiques profondes qui sont aujourd'hui mises sur la table. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît, puisque ce qui explique aujourd'hui pourquoi on est passé de 4 millions d'électeurs Rassemblement national en 2022 à plus de 10 millions d'électeurs aujourd'hui en 2024. C'est-à-dire que vous avez un gap de 6 millions, une croissance de 6 millions qui est une croissance symptomatique justement de ce qui a été apporté en matière de langage ou de lexique discursif politique de la part du RN, avec une approche beaucoup plus inclusive de façade, encore une fois, avec un programme de plus en plus, certes populiste, mais qui répond à des attentes latentes notamment du peuple français, et ce qui explique aujourd'hui que même parfois de l'électorat socialiste penche vers un électorat d'extrême droite. C'est pour vous dire qu'effectivement le glissement de terrain a été frontal, a été un choc pour tout le monde, et ce qui explique aujourd'hui que nous avons, d'ailleurs je l'avais, on risque de me répéter il y a quelques jours sur votre chaîne, le RN a déjà un pied dans le pouvoir, puisqu'il a déjà gagné sur un front qui est celui de imposer ses propres règles, à imposer des nouvelles règles de jeu politique, notamment ce qui explique aujourd'hui pourquoi il y a ces tractations, il y a ces alliances, il y a ces triangulaires. Donc tout le monde s'affole,
dans une influence, je dirais, de front républicain qui ne garde que de nom, puisque là aussi on peut en parler dans le détail, mais encore une fois, il a mis à mal cette classe politique qui a longtemps, je dirais, marginalisé le peuple français, qui aujourd'hui l'exprime à travers ce ras-le-bol, à travers ce raz-de-marée, cette vague scélérate qui est le Rassemblement national. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Sini. Beaucoup d'observateurs craignent de voir aujourd'hui le racisme décomplexé prendre encore plus d'ampleur, mais je reviens à quelques événements qui se sont déroulés en France il y a peu de temps. Les violences policières, c'est un sujet dont on parle beaucoup et on parle de violences systémiques, notamment encouragées par l'extrême droite et par l'émergence de l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, cette violence systémique, aussi la ghettoisation des cités, des HLM, la situation dans laquelle se trouvent les migrants, les descendants des premiers migrants, etc. Est-ce que tout ça a fait en sorte que finalement d'éloigner la classe populaire de la politique, mais aussi le fait que la France n'ait pas réglé ses soucis avec les anciennes colonies devenues indépendantes d'un rapport d'égal à égal, a-t-il consolidé aujourd'hui l'opinion du Français lambda à aller voter extrême droite ? Oui, clairement. Et puis, vous savez, il y a d'autres paramètres. Tout ce que vous avez cité entre en considération dans le vote de ces Français-là, qui effectivement ne se reconnaissent plus, enfin, c'est le discours qu'ils ont, ne se reconnaissent plus dans la France de leurs grands-parents. Et c'est là où il y a une vraie dichotomie dans leur approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de la France, c'est sa diversité. Ce qui a permis la reconstruction de la France après la Grande Guerre, ça a été justement cette main-d'œuvre africaine, d'Afrique du Nord, algérienne, tunisienne. Et même dans les champs de bataille, ça a été les légionnaires. Les tirailleurs sénégalais, algériens, etc. Et donc, j'ai l'impression que parfois, certains votants d'extrême droite ont une sorte ils ont un trou de mémoire par rapport à ça, où ils oublient que les anciennes colonies ont tellement apporté à ce pays. Mais aujourd'hui, on est face à une globalisation sauvage, à une mondialisation justement qui permet aux entreprises de délocaliser des milliers d'emplois. Il y a aussi également une paupérisation massive et il y a aussi une question sécuritaire que n'a pas su régler justement les différents gouvernements successifs. Et puis, on l'oublie. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que dit mon ami Badi Srenissa, mais parce qu'il oublie un élément majeur, c'est la construction de l'Europe, l'élargissement de l'Europe qui s'est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la construction de l'Europe, pour l'Europe aujourd'hui, c'est mettre en crise les États-nations pour maintenir l'Europe ? Parce qu'elle s'éloigne de son but premier. Aujourd'hui, l'Europe de Schuman n'a rien à voir avec l'Europe de Ursula von der Leyen, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une demande très forte des populations, d'abord de protection, d'emploi, de souveraineté également, alimentaire, énergétique. Et ça aussi, ça a mis en exergue l'extrême vulnérabilité de l'Europe par rapport à ses besoins énergétiques, ses besoins alimentaires. Et je reviens encore une fois au Covid, parce que l'Europe était un des rares pays au monde, un des rares continents au monde où il y avait des pénuries de masques et de bavettes pour une zone qui est la deuxième économie en termes de PIB au monde, derrière les États-Unis. Et tous ces éléments-là, mis ensemble, ont démontré aujourd'hui aux Européens qu'il y a un sentiment de déclassement. Et à travers ça, aujourd'hui, le RN, justement, joue sur ses peurs, joue sur ses craintes et répond à travers des discours démagogiques, certes, et des discours populistes, à des citoyens qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas, n'ont pas de perspective d'avenir, ont peur, vont se recroqueviller sur eux-mêmes, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez de près le programme du RN, il parle uniquement des questions migratoires, uniquement des questions de sécurité. Or, à côté, vous avez des questions de pouvoir d'achat, d'économie, d'employabilité, d'éducation. Je tiens à rappeler que dans le classement PISA, la France a perdu, je crois, 5 ou 6 places. Donc c'est énorme, vous voyez. Alors, donc on s'éloigne des sujets qui sont prioritaires normalement pour une nation comme la France, qui a été une grande nation, notamment en Europe, et on va vers des sujets très faciles et j'allais dire, on sombre dans le populisme le plus béat, et c'est ce qui plaît justement à certains votants, qui se reconnaissent quelque part dans ce discours. Très bien, je viens vers vous, Paul-Antoine, et je rebondis directement sur ce que vient de nous dire M. Nazim Sini. Justement, le programme du RN, on ne le connaît pas. À part qu'on vient de dire, Nazim Sini parlait des choses avec beaucoup de démagogie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout au long de cette campagne, finalement, on ne connaît pas le programme des partis, on ne connaît pas le programme des candidats, on en a parlé très peu. Est-ce que finalement, c'est une élection où le programme ne compte pas? Est-ce que la vie du citoyen lambda français aujourd'hui ne compte pas? Ses préoccupations ne comptent pas? Non, alors moi je suis pas vraiment d'accord avec ce qui a été dit avant.
On a une campagne, déjà, il faut bien comprendre qu'on a une campagne qui a commencé avec les élections européennes, il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois, et qui ensuite a continué directement avec la dissolution de l'Assemblée le soir même. Faut comprendre que, en fait, il y a eu un vote de tête de liste. C'était un vote contre Macron, un vote pour Jean-Luc Mélenchon et un vote pour Jordan Bardella. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le programme, si le Rassemblement national a pu développer une partie de son programme, et notamment parle aussi du pouvoir d'achat. Et c'est justement là où, après la crise des Gilets jaunes, ils ont récupéré une grande partie des électeurs pour deux raisons. Et je vais essayer de le développer très rapidement. C'est que, comme je le disais, ça a été un bloc plutôt Rassemblement national, donc Jordan Bardella, et un bloc plutôt à gauche avec M. Mélenchon. M. Mélenchon a fait un pari qui, je pense, est gagnant pour 2027, mais qui est perdant sur les européennes et sur les législatives, de parler plutôt de la situation en Israël et en Palestine. Encore une fois, je pense que c'est une politique gagnante pour 2027, parce que 2027 est une élection présidentielle. Maintenant, sur le mode de scrutin des européennes et des législatives, je pense que c'est moins gagnant. Et du coup, la gauche a moins parlé, alors qu'elle a un programme, mais a moins parlé de pouvoir d'achat. Et surtout, la gauche est rentrée dans un piège qu'elle s'est tendue elle-même, où la gauche s'interdit de parler de sécurité. C'est-à-dire que les Français ont plusieurs préoccupations. Ils ont le pouvoir d'achat en premier, la sécurité, et la gauche, sur cette dernière campagne, a parlé de pouvoir d'achat, mais pas beaucoup, et ne parle plus de sécurité. Vous prenez par exemple les élus à Paris, donc qui sont 100% à gauche. Il y en a déjà 3 ou 4 qui ont été élus au premier tour. Vous avez par exemple Madame Rousseau. Madame Rousseau ne parle pas de pouvoir d'achat. Madame Rousseau vous parle du droit des trans. Elle vous parle du droit des homosexuels en France. C'est très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça, évidemment. Maintenant, ça, c'est ce qui intéresse les Parisiens bobos qui gagnent 3 000 – 4 000 euros par mois. Le Français qui habite dans la Creuse ou le Français qui habite dans le 93 et qui a du mal à finir les fins de mois, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Et le problème, c'est que le Français qui est dans la Creuse, il a plutôt tendance à être à droite, donc il a voté Jordan Bardella. Le Français qui est dans le 93 aurait plutôt tendance à être à gauche. Et il se reconnaît moins, alors il se reconnaît sur Israël-Palestine, mais il se reconnaît moins sur d'autres sujets. Et du coup, certains ont voté, mais d'autres ont peut-être moins voté. Les cartes ont été un peu plus brouillées. Et du coup, juste pour finir, c'est pour ça que le Rassemblement national est arrivé déjà unifié, parce qu'ils ont un seul chef, c'est allé très rapidement, alors que la gauche a dû s'unifier et a perdu du temps là-dessus. Et ils sont arrivés avec... oui, forcément, un programme qui est démagogique, mais après, quand vous avez à peine un mois pour faire campagne, vous allez avec quelques points clés et vous les rabâchez. Et ils ont fait campagne là-dessus. Après, il faut comprendre que les Français, en fait, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on ne répond plus à leurs attentes. Et c'est, je crois, votre invité en plateau, si je ne me trompe pas, qui a fait un parallèle assez intéressant. Et je voulais rebondir là-dessus. Il disait que sous Sarkozy, il y avait 0 député RN. Oui, effectivement. Et si aujourd'hui on parle qu'il y ait 200, 220 députés RN, c'est justement à cause de Sarkozy en partie. Parce que Sarkozy a été élu notamment sur une promesse sécuritaire, de dire moi je vais ramener l'ordre en France. Il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre en Libye. Il a fait ensuite la guerre du coup qui a suivi, qui a été au Mali. C'était M. Hollande, mais ça a suivi derrière. Et il a été incapable, par contre, de ramener l'ordre en France. Il a fait la guerre en Afghanistan. Il a été incapable de résoudre, et vous en parlez très bien, le problème de la France-Afrique. Et ça fait 20 ans qu'on nous parle de ce problème-là, et ça fait 20 ans qu'on est incapable de le régler. Et je terminerai juste là-dessus. Comme l'a dit aussi votre présentateur au tout début, il y a une hausse du gaz, notamment depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je crois que l'Algérie est l'un des plus gros producteurs de gaz. Je crois que la France et l'Algérie ont une histoire un peu tumultueuse, mais ont une histoire. C'est-à-dire que nos hommes politiques ont été incapables de gérer un accord avec l'Algérie pour que la France puisse acheter plus de gaz, parce qu'elle en a déjà, puisse acheter plus de gaz avec l'Algérie. Le problème, c'est que nos hommes politiques, depuis 15 ans, ne sont pas capables de gérer l'avenir. C'est-à-dire que M. Macron s'est réveillé le 25 février, si je ne me trompe pas, le lendemain de l'attaque russe en Ukraine, aussi surpris que moi. La grande différence, c'est que moi, je ne suis pas président de la République. Et donc, en fait, les Français ne se sentent plus protégés, que ce soit par l'Europe, et votre invité l'a très bien rappelé sur le Covid, on n'avait pas de masque.
Ils ne s'en sentent plus protégés, que ce soit sur le Covid, sur la scène internationale, sur la scène intérieure, et ce qui fait qu'ils veulent clairement essayer autre chose. Et si ça ne marche pas avec Bardella, ils essayeront Monsieur Mélenchon. Très bien, merci Paul-Antoine. Très chers téléspectateurs, je vous retrouve dans un petit instant, juste après cette petite page publicitaire. Très chers téléspectateurs, rebonsoir sur le plateau de l'Échiquier international qui aujourd'hui s'intéresse à ces résultats des élections législatives anticipées en France avec une victoire surprenante de l'extrême droite française. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné sur mon plateau de Nazim Sini, analyste géopolitique. Toujours le bienvenu, Monsieur Sini. J'ai aussi le plaisir d'être accompagné depuis Paris de Paul-Antoine, analyste politique, et aussi de Bedis Renissa, qui est aussi analyste en géopolitique. Et je reste avec vous, Monsieur Renissa. Vous avez expliqué tout à l'heure que pour vous, cette crise, si on peut dire, cette crise politique, si je peux utiliser ces termes, est structurelle. Mais quels risqueraient d'être les enjeux de cette crise bien qu'elle soit structurelle sur l'échiquier français concrètement, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays? Si vous me permettez, tout d'abord, j'aimerais juste peut-être étayer mes propos qui ont peut-être été mal interprétés. Quand j'ai évoqué Sarkozy, 0 député, c'est loin de moi d'enjoliver sa politique. Je ne suis pas adepte du Karcher, alors là, loin de moi. Je rappelle qu'il avait utilisé ce terme pour parler des jeunes de quartiers populaires. Tout à fait, pour faire le tri, pour faire le nettoyage. Mais c'était plutôt pour clarifier, mais démontrer, souligner cet acheminement, cette émergence. On est passé de 0 à quasiment aujourd'hui peut-être plus de 289, c'est-à-dire la majorité absolue. Sur votre question, effectivement, j'ai évoqué les aspects conjoncturels et les aspects structurels qui sont pour moi indissociables et surtout complémentaires. Structurel, effectivement, sur la politique nationale, ça a été dit, je pense, il y a ce phénomène de sidération aujourd'hui des Français qui a été illustré par justement une expression non sans équivoque aujourd'hui à travers les urnes, puisqu'il y a une demande insistante justement du peuple français à vouloir faire bouger les lignes, mais surtout aussi être dans l'attente. Et c'est là où peut-être le bas blesse pour, je dirais, le Rassemblement national, s'il est amené, je dis bien s'il y a avec des pincettes, à prendre le pouvoir et prendre le gouvernement, le prochain gouvernement français, puisque aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus des législatives, je l'avais dit d'ailleurs, mais plutôt le choix du prochain gouvernement. Et c'est ce qui rend peut-être ces élections, d'abord qui suscitent l'intérêt, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, à juste titre, un taux de participation le plus élevé. À contrario, il faut revenir aussi peut-être à cette mutation et l'émergence du Rassemblement national qui a profité du premier acteur dans chaque élection française qui est le premier parti français qui est celui de l'abstentionnisme. Or, aujourd'hui, il s'avère qu'effectivement, il y a une effervescence. Elle n'a pas été suffisante ou peut-être elle n'a pas été canalisée là où il fallait ou peut-être elle a été justement à la faveur du Rassemblement national puisque la ruralité a été au rendez-vous notamment des élections. Donc, c'est là où aussi le bas blesse, comme j'expliquais, sur la politique intérieure. C'est-à-dire que si le pari de Macron était justement de faire valoir, je dirais, le Rassemblement national comme acteur politique et sur la scène politique française notamment, et le faire échouer et le mettre au pied du mur, notamment à travers une politique, vous l'avez dit tout à l'heure aussi à ce propos, sur des programmes qui sont parfois inquantifiables et surtout farfelus, puisqu'ils s'alimentent dans le populisme, ils puisent aussi dans ce lexique discursif qui consiste à répondre à des attentes, mais ne pas forcément étudier la véracité et la faisabilité de ce programme. Et à ce propos, juste au passage, si vous me permettez, des études sociologiques ont démontré que les Français, pour la plupart, encore plus dans l'électorat du Rassemblement national, votent à la dernière minute plus sur le visage et l'incarnation de la personne ou du candidat, notamment s'il a de l'aura, s'il est tribun, s'il passe bien, entre parenthèses, et loin, très très loin par rapport au programme. Sauf parfois, bien évidemment, et c'est de bonne guerre, par intérêt purement individuel. C'est-à-dire, vous faites un micro-trottoir et chacun va étayer un point du programme qui le touche directement ou indirectement. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, on n'en est pas encore aux élections sur des débats politiques ou sur des débats d'idées, mais plutôt sur un feeling. Et c'est ce qui rend l'équation beaucoup plus complexe, surtout en l'occurrence avec l'émergence du Rassemblement national qui sait capter, qui sait séduire. Et pour la politique intérieure, donc, si, encore une fois, Bardella est amené à être à Matignon,
et pourquoi pas aussi en 2027, puisque le chemin a été balisé par Macron depuis quelques années à l'Élysée pour certainement Marine Le Pen, effectivement, il faut revenir un peu sur justement ces conséquences de ces élections. Même si, encore une fois, très rapidement, les triangulaires aujourd'hui, au nombre de 310, dans toutes les circonscriptions sur un ensemble de 577, rendent, je dirais, le scrutin imprévisible et incertain. Et c'est pourquoi ce n'est pas gagné encore pour le Rassemblement national. Mais si tenté, ils arrivent effectivement à avoir une majorité absolue, scénario 1, donc gouvernement, Premier ministère, là on aura effectivement un blocage, non pas institutionnel, mais un blocage purement politique, donc une crise qui va s'accentuer, qui va s'amplifier notamment, puisque ce ne sera plus un gouvernement de cohabitation, mais un gouvernement de confrontation. Scénario 2, donc s'ils sont amenés, scénario le plus probable, à une majorité relative, on va arriver au fait à un gouvernement qui ne sera pas, je dirais, constituable, puisque le président de la République ne pourra pas trancher, et puisque Bardella, de son côté, avait déclaré que sans majorité relative, il ne gouvernera pas. Donc, ce sera un vide institutionnel dans lequel la République sera certainement gérée par décret. Donc, vous voyez, il y a une espèce de cataclysme politique aujourd'hui, bâti sur des paris, certes, je le conçois, parce que Macron, en destituant l'Assemblée au lendemain des Européennes, avait fait deux paris plutôt principaux, à savoir que la droite va s'unifier et que la gauche va se diviser. Or, il s'est passé le contraire. Le scénario Ciotti et les putschistes sont la preuve justement de cette droite fébrile, cette droite morcelée, et la gauche s'est constituée avec un front populaire de conjoncture, bien évidemment, puisque idéologiquement, ils sont aux antipodes. Mais permettez-moi juste de rappeler une notion très importante qu'il faudra peut-être aujourd'hui mettre au centre du débat. Il me semble que le Front populaire, comme j'expliquais tout à l'heure, n'a que deux noms, en tout cas aujourd'hui, il est symbolique, puisqu'on a du mal effectivement à constituer ce Front populaire. En revanche, peut-être j'irai plus loin, et je suis peut-être un peu dans la provoque, c'est qu'aujourd'hui, les rôles peut-être se sont inversés. Aujourd'hui, le Front populaire n'est pas forcément dirigé envers le Rassemblement national, mais plutôt vers les insoumis, la France insoumise. Parce que la classe politique française, de tout temps, elle avait besoin d'un épouvantail, justement pour apeurer le peuple français, pour qu'il puisse justement être dirigé vers un tel ou un tel candidat. Rappelons-nous 2017, 2022, donc ce Front populaire, j'irai encore plus en amont, 95, Chirac, Jean-Marie Le Pen. Donc on a besoin d'épouvantail. Et c'est pas un hasard que Bardella demande au débat entre les deux tours, enfin en tout cas pour le prochain débat politique, Mélenchon comme contradicteur. C'est pour vous dire qu'effectivement, ils ont compris en fin stratagème que mettre en exergue la France insoumise et en faisant fi au Front populaire permettrait de jouer sur certains fibres, notamment antisémitisme, radicalisme, et puis surtout incarné par un Jean-Luc Mélenchon qui, pour beaucoup, a été diabolisé. Donc vous voyez, la dédiabolisation du Rassemblement national a été jetée, ou tout le dévolu a été rejeté sur le Front populaire, notamment à travers Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc vous voyez, il y a une complexité, je dirais, colossale et importante qui, aujourd'hui, encore une fois, ne permet pas de trancher et encore moins de je dirais, avoir des projections comme le font bon nombre de mass médias aujourd'hui en matière de sièges au prochain Parlement. Très bien, je viens vers vous, Nazim Sini, et je pense qu'il faut continuer à rebondir justement. Quels sont les scénarios possibles à partir ce 7 juillet pour le deuxième tour? Bédis Renissa estime qu'il va y avoir un véritable bras de fer entre la gauche et la droite, et c'est justement là les antagonistes de la politique française aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Et puis je partage les scénarios de notre ami Bédis Renissa. C'est qu'effectivement aujourd'hui, on va assister à plusieurs scénarios. Malin, celui qui pourra prédire l'issue du deuxième tour, même si effectivement on sent que le RN tient bien les rênes. Il va y avoir une sorte de seconde bataille qui va se jouer. Et encore une fois, ce qui est important de rappeler, c'est que j'ai l'impression que les Français ont besoin justement de politiques clivantes. Ils ont besoin de se retrouver justement dans les deux extrêmes, histoire de retrouver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les vieux débats d'antan avec une politique marquée véritablement à gauche et une autre véritablement marquée très à droite.
parce que pourquoi il y a des corpus idéologiques qui s'opposent. Mais au-delà de ça, encore une fois, il y a une population qui est dans l'attente, il y a une population qui aujourd'hui arrive à ses limites parce qu'elle a testé toutes les offres politiques de la place. Et ce qui va être compliqué, c'est de se dire comment on va pouvoir gouverner avec ce cataclysme politique. C'est-à-dire que, vous savez, la scène politique française, depuis des lustres, a toujours été le théâtre de batailles, de coups de théâtre, etc. C'est ce qui fait le charme, d'ailleurs, de ce pays en matière politique. C'est une démocratie qui est vivante, qui est vivace. Mais là, aujourd'hui, il y a un véritable risque de blocage politique et surtout d'éclatement et de défragmentation. Et ça pose un véritable problème parce que du coup, c'est quelque part l'avenir de certains Français qui est mis en danger, qui est hypothéqué. Notamment, je vous ai dit, sur les questions d'éducation, de santé, etc. Et moi, personnellement, je ne crois pas dans l'homme providentiel, celui qui va venir sauver justement les Français. Justement, Macron est arrivé au pouvoir comme étant l'homme providentiel, avec ça a été ça, la son République erreur. en marche. Et aujourd'hui, on a l'impression que même Bardella surfe sur cette vague. Est-ce que finalement, cette jeunesse politique française aujourd'hui a perdu les vieilles habitudes des loupards de la politique française? Exactement. Et puis, vous l'avez dit, il y a une nouvelle génération qui arrive. Vous savez, c'est la génération Z, la génération Alpha, celle des TikTok, des Instagram, etc. Et aujourd'hui, là où le RN a été très intelligent, c'est qu'ils ont fait du marketing politique. C'est-à-dire qu'ils ont complètement changé de positionnement, ils se sont polissés, ils ont arrondi les angles, ils sont allés à la conquête des jeunes, donc avec un discours qui les touche. Ils utilisent brillamment les réseaux sociaux, donc ça aussi, c'est très intelligent de leur part. Ils ont un candidat qui, justement, est un candidat qui est bien dans ses bottes, qui représente la jeunesse, etc. Et ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est justement avec quelle gueule de bois va se réveiller la France au lendemain du second tour. Parce que quelle que soit l'issue, il va y avoir des conséquences derrière. Très bien, je viens vers vous, Paul-Antoine. À la lumière de ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France renoue avec ses vieux démons ou elle fait juste face aux contradictions de la Ve République? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant. Déjà, une première chose, on parlait, votre interlocuteur parlait de l'homme providentiel, et c'est assez vrai, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément dans le débat français, surtout à droite. L'homme providentiel est plutôt dans l'imaginaire de droite, c'est Napoléon Bonaparte, c'est le maréchal Pétain, c'est ensuite le général de Gaulle. Vous savez, c'est ces hommes qui viennent et qui vont tout sauver, donc c'est un peu la personnalité unique, donc c'est plutôt une idée de droite. Et en fait, c'est un peu Macron qui est arrivé dans cette optique de « voilà, moi je viens du socialisme, mais je viens de la banque ». Je viens du socialisme, mais je vais parler sécurité, je vais parler pouvoir d'achat, je vais parler finances, etc. Je suis votre homme providentiel et en fait, je vais régler tous les problèmes. Et avec moi, il n'y aura plus de droite, il n'y aura plus de gauche. Et il a pensé détruire le Parti socialiste. En fait, le Parti socialiste s'est détruit par M. Hollande et il a pensé avoir détruit la droite, les Républicains, qui en fait se sont détruits avec M. Sarkozy. Et en fait, là, comme c'était dit avant moi, je répète là, en fait, les Français reviennent et remettent le clivage droite-gauche, alors clairement fort, donc plutôt gauche radicale et droite très radicale, mais ils reviennent sur ce clivage-là avec un bloc quand même du centre qui est assez fort. Hein. La majorité présidentielle fait autour de 20%, ça reste quand même un bloc du centre assez fort, mais avec un bloc à gauche très fort qui a son corpus idéologique, qui a son électorat, et pareil à droite, avec un corpus idéologique, un électorat. Et du coup, ça va être, je suis assez d'accord, une France ingouvernable. Mais la France est-elle vraiment gouvernable d'ailleurs? C'est une grande question. Avec une France ingouvernable et avec une France qui est coupée géographiquement. Très globalement, les grandes villes sont plutôt le centre ou la gauche un peu bobo, si je puis dire. Les banlieues sont plutôt la gauche forte, radicale, qui parle de pouvoir d'achat, etc. Et la droite, elle, donc la droite forte, est plutôt dans les villes, dans les petites villes, pardon, dans les campagnes, etc. Donc vous avez une France qui va être de plus en plus divisée, de plus en plus morcelée. Et ça, le responsable de ça, c'est très clair, c'est Emmanuel Macron, qui est président depuis 7 ans, et qui voulait cette dissolution pour mettre le Rassemblement national à la tête de Matignon. Il faut comprendre que le premier allié du Rassemblement national, c'est Emmanuel Macron. Et la dernière chose, et je terminerai là-dessus, je ne sais pas si ça se voit vraiment depuis l'étranger, mais en France, Emmanuel Macron ne fait campagne, je parle campagne, pas politique, ne fait campagne que sur la peur.
C'est dire que les premières élections européennes, donc en 2019, il avait fait campagne sur la peur des gilets jaunes. Donc il avait dit, c'est soit moi, soit le chaos des gilets jaunes. Ensuite, souvenez-vous, il a fait campagne sur le Covid, la peur du Covid. On est en guerre, il a un vocabulaire qui est extrêmement guerrier. Pour moi, la guerre, c'est quelque chose de très fort. C'est des hommes qui meurent, c'est des femmes qui meurent. C'est ce qui se passe en Israël, en Palestine. Ça, c'est la guerre. C'est ce qui se passe en Ukraine. En France, la France n'est heureusement plus en guerre. Il a ce discours très guerrier où nous étions en guerre contre le Covid, alors qu'il était incapable de nous avoir des masques, comme ça a été rappelé. Ensuite, pendant la campagne, la dernière campagne des européennes, il a fait une campagne très violente sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, il a fait un vote qui était pour ou contre la Russie. Jordan Bardella étant évidemment la Russie, ce qui est tout à fait faux, et lui étant évidemment l'Ukraine. Donc forcément, l'Ukraine étant le camp du bien, Volodymyr Zelensky, qui est quelqu'un de génial, forcément, un petit peu rigolo, mais voilà. Et il a fait ça sur le fait que la France allait être attaquée par la Russie, ce qui est évidemment faux. Et ensuite, il a fait campagne, et il fait maintenant campagne sur des émeutes dans les banlieues qui ne viendront évidemment pas, parce que les gens des banlieues travaillent, ils ont autre chose à faire que de faire des émeutes. Il y a évidemment des émeutes, comme on a vu ça l'année dernière, mais c'est quelque chose de très différent. Et en fait, Emmanuel Macron ne fait sa politique, il est en campagne que sur du conflit, que sur de la guerre. Et en fait, c'est pas ça le centre. Et c'est pas ce que les Français ont vu. Pardon, Paul-Antoine, je me permets de vous arrêter. Ça fait longtemps que les présidents français sont engagés dans faire revivre ce qui est la peur des Français. On l'a vu avec la lutte contre les terrorismes, allant jusqu'à complètement dénaturer le concept même de sécurité pour la France. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, est-ce que finalement ce n'est pas un héritage depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir? Alors, peut-être, je pense que Sarkozy a vraiment changé la vie politique et c'est celui qui a tué la fonction de président. Le dernier président français, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est M. Chirac, qui avait la dimension et le costume d'un président de la République. Sarkozy a tué ça, Hollande, on n'en parle même pas. Macron a essayé un petit peu de remettre ça, mais ça ne s'est pas fait. Oui, je pense que vous avez un peu raison. Après, c'est puissance 10, puissance 20 avec M. Macron. Macron, c'est une violence dans la rue, c'est des policiers qui sont utilisés en fait de manière politique pour taper sur les opposants. Et c'est une réalité, les policiers eux-mêmes le disent. J'étais l'autre jour sur un plateau et les policiers, un ancien policier, parce qu'un policier en service ne peut pas le dire, un ancien policier disait on est utilisé comme une force répressive, par exemple après la réforme des retraites. Macron savait très bien que la réforme était impopulaire, c'est pas grave, la police est dans la rue et je vais donc réprimer. Donc, Monsieur Macron, vous savez, Monsieur Sarkozy était revenu, il y avait eu plusieurs lois qu'il avait voulu faire passer, il y avait eu une grande opposition, il était revenu sur ces lois. Monsieur Hollande, pareil. Monsieur Macron, lui, il n'est revenu sur aucune des lois. Il a envoyé la police, et il a envoyé la police. C'est le président qui a le plus de 49-3, c'est-à-dire qu'il est passé sans l'accord du Parlement sur des lois, et c'est le président qui a le plus envoyé la police et qui a vraiment mis une violence dans le discours politique, mais pas que. Très bien. Je viens vers vous, Monsieur Renissa, à la lumière de ce que vient de nous dire notre ami Paul-Antoine. Justement, je reviens au discours du président français Emmanuel Macron qui parle de guerre civile. On l'a vu, ça c'est alarmiste parler de guerre civile. Finalement, que signifient ces résultats pour le camp présidentiel et pour Emmanuel Macron en particulier? Cela signifie une clarification du peuple français, lui qui a demandé une clarification au lendemain justement de la destitution de l'Assemblée nationale. Je pense que le message est très clair du peuple français. Il a parié encore une fois sur un excès de confiance et combiné un déni politique, puisqu'il sait depuis que 5 ans, plus 2 ans de son deuxième mandat, il a été toujours dans cette politique de confrontation, d'arrogance, mais surtout aussi de marginalisation. Je pense que le message est clair pour lui, et c'est pourquoi d'ailleurs ils se sont empressés hier soir à demander à faire barrage au Rassemblement national. Mais encore une fois, après quoi? Les digues ont cédé, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Le Rassemblement national, quand bien même il n'aurait pas cette majorité absolue, il a déjà gagné sur le terrain de l'idéologie, sur le terrain de l'offre politique et sur le terrain surtout aussi de comment capter mieux l'électorat français, en tout cas les déçus et les lâchés laissés pour compte notamment. Mais
permettez-moi de dire, et ce n'est pas déconnant aujourd'hui de le souligner, il me semble, de mon point de vue, que la Ve République a atteint ses limites. La matrice politique française aujourd'hui a atteint ses frontières. Et vous avez parlé tout à l'heure justement de ce clivage gauche-droite qui fut un temps était effectivement appuyé, accentué, qui permettait effectivement de marginaliser le Rassemblement national. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui, puisqu'on a des alliances parfois contre nature entre deux oppositions qui se retrouvent dans une alliance conjoncturelle pour sauver le soldat Ryan, j'ai envie de vous dire. Mais aujourd'hui, il n'en est plus. Aujourd'hui, le Rassemblement national, il a gagné sur l'aspect notamment du règle du jeu politique. Il a su imposer justement. Et d'ailleurs, au fond, on entend cette symphonie du chaos générée par justement une vague scélérate qui ne s'arrêtera pas là, puisque ce n'est que le début. Encore une fois, le Rassemblement national, depuis sa mutation initiée depuis quelques années déjà, a déjà un programme en tête, à savoir tenir l'Élysée coûte que coûte et à terme. Très bien, M. Khourissi, on arrive à la fin du... Sur un dernier point, justement, il faut aussi brièvement, s'il vous plaît. Tout cela. Il faut transposer tout cela aussi, sans les résultats notamment, et sans que le Rassemblement atteigne le Matignon. Il y a déjà des cataclysmes, il y a déjà un changement de paradigme, notamment sur la géopolitique française, puisque les pays, notamment européens, se méfient quand on sait que le Rassemblement national est un parti eurosceptique, est un climato-sceptique. Il y a même des candidats futurs peut-être députés qui sont anti-vax, qui sont anti-science et adeptes du complotisme. Donc c'est pour vous dire que je pense que la France connaîtra des lendemains assez sombres et assez belliqueux. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Seni, et brièvement, est-ce que les acquis du peuple français vont être remis en cause à la suite, peu importe le résultat du 7 juillet? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la France va se réveiller, il y aura un avant et un après, ça c'est certain, mais vous savez, le plus grand gagnant de cette campagne, de tout ça, c'est le RN. Aujourd'hui, le RN est clairement rentré dans le cœur de 10 ou 11 millions de votants, et il va falloir observer ça de très près pour la suite. Très bien, merci Monsieur Seni de m'avoir accompagné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Je rappelle que ce soir, j'étais également accompagné de Paul-Antoine, analyste politique qui m'a rejoint depuis Paris. Merci Paul-Antoine. J'étais également accompagné de Bedis Renissa, analyste en géopolitique qui m'a rejoint aussi depuis Paris. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et n'oubliez pas, prenez soin de vous.